Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale d'info avec la presse quotidienne régionale. Ce matin, notre invité, c'est Samia Ghalib. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénatrice socialiste des Bouches-du-Rhône, maire des 15e et 16e arrondissements de Marseille. Merci d'être présente dans notre matinale d'info et vous serez interviewée ce matin par Véronique Jacquier de Sud Radio. Bonjour Véronique. Bonjour. Et Gilles Leclerc de Public Sénat. Bonjour Gilles. Samia Ghalib, au centre de l'actualité ce matin, la réforme constitutionnelle, j'allais dire encore et toujours. C'est lors du choix pour le président de la République. François Hollande reçoit ce matin les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat à l'Élysée avant de se prononcer sur l'issue de cette réforme. Si François Hollande constate un blocage, qui portera la responsabilité? Le Sénat? Non, je crois que c'est d'abord, j'espère qu'il y aura un blocage et que l'article 2 ne pourra pas passer devant le Conseil, la réforme constitutionnelle. J'ai toujours plaidé pour l'arrêt total de cette proposition qui, de mon point de vue, ne sert à rien. Donc, je ne serai certainement pas triste ce matin. Gilles Leclerc. Donc ça veut dire que vous pensez qu'il y aura quand même un congrès à minima, par exemple sur la constitutionnalisation de l'état d'urgence, ça vous conviendrait ? Écoutez, je ne sais pas s'il faut vraiment un congrès pour l'état d'urgence. Est-ce que c'est nécessaire ou pas? Après, vous savez, moi je crois aujourd'hui que je pense que l'article 2 ne pourra pas passer, quoi qu'il en soit, ou alors il sera en minorité, on ira devant le congrès et le président de la République se retrouvera en minorité. Donc certainement, si les discussions ont lieu avec les présidents des deux chambres, c'est pour trouver, je dirais, un consensus entre l'article 1 et une loi sur plutôt la magistrature qui serait Conseil supérieur de la magistrature qui viendrait faire plaisir et permettre d'aller jusqu'à Versailles. Mais bon. On a l'impression que pour vous c'est des faux débats, tout ça. Franchement, quand on voit ce que les Français, les souffrances partout avec ce qui se passe, je crois que on n'a pas besoin de ces débats-là. Je crois qu'aujourd'hui, l'état d'urgence, rien n'empêche aujourd'hui la police de travailler, la justice de travailler, d'arrêter des terroristes, de faire leur boulot. Je crois que de ce point de vue, il y a tout ce qu'il faut déjà. Ensuite... Il n'y a pas besoin de constitutionnaliser l'état d'urgence. De mon point de vue, non. Je le voterai parce que c'est aussi, on ne peut pas voter contre, mais je le voterai. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il me semble que les outils sont déjà là. Donc, si c'est pour le symbole encore de dire il faut qu'on vote l'état d'urgence dans la Constitution, pourquoi pas? Gilles Leclerc. Vous avez critiqué hier les propos de Patrick Kanner, ministre socialiste, disant qu'il y avait probablement une centaine de Molenbeek, c'est ce qu'il a dit, en France. Vous l'avez critiqué sévèrement. Est-ce qu'il a tort sur le fond ou est-ce qu'il a eu tort de le dire? Non, je crois que vous savez, je vais vous dire une chose. Quand on est aux responsabilités, qu'on a le pouvoir de changer les choses, c'est-à-dire porter des moyens, de faire avancer rapidement des dossiers, notamment dans les projets en rue, dont c'est la politique de la ville, sa responsabilité. Et qu'on tient ce genre de propos, alors que depuis 3 ans, on tient les manettes, quoi. Je trouve que, après, il ne faut pas s'étonner que les gens se tournent vers le Front National. Parce que si vous qui avez la responsabilité et la possibilité de faire des choses, finalement, vous faites ce constat d'échec. Et ce que j'ai dit, je l'assume. Sur le constat, vous le partagez ou pas? Sur le fond. Sur le fond, Est-ce que finalement, il n'est pas langue de bois, il dit des choses qu'il pense. Vous savez, je vais vous dire langue de bois. Quand on n'est pas langue de bois, on va au bout des choses. Moi, je considère aujourd'hui que quand on est, vous savez, tout ce qu'il dit, il n'y a pas besoin d'être ministre de la politique de la ville pour le dire. Mais alors justement, il y a des Molenbeek à Marseille. Non, d'abord, je crois pas. Franchement, je ne crois pas, heureusement pour nous, et je le souhaite pas. Voilà. Dans les quartiers nord, non. Après, ça dépend ce qu'il appelle Molenbeek. Je ne sais pas ce que ça veut dire pour moi. Je trouve que d'abord, c'est une insulte pour les Belges. Parce ce que sont quand des même. Quartiers gangrénés par le. Oui, mais radicalisme. ces quartiers gangrénés, pourquoi? Parce que ces quartiers, on les a abandonnés. Parce que ces quartiers, on a laissé les gens tous avec les mêmes problématiques. On les a enfermés dans un quartier. On a fermé et on leur a dit c'est fini, on n'a plus besoin de vous voir. Et débrouillez-vous entre vous. Mais ils se sont débrouillés entre eux. Malheureusement, des fois mal. Samia Ghalib, qu'on vous comprenne bien. En 2012, vous aviez réclamé l'armée et même le retour du service militaire parce que il y avait, il y avait des cas de grand banditisme dans les quartiers nord et vous disiez il faut faire quelque chose. Vous aviez été très médiatisé à l'époque pour cela. Donc là, on vous attend aussi sur un discours plus musclé. Constater l'échec du gouvernement, c'est une chose. Mais... Non, mais moi, je ne constate pas l'échec du gouvernement. Je considère que quand on a un ministre qui commente l'actualité comme s'il en était extérieur,
Je dis que c'est juste un petit problème. Mais moi, ça, c'est mon sentiment. Hier, vous avez même dit qu'il devrait démissionner. Non, vous confirmez ça? J'ai dit que si j'étais à sa place et que je faisais ce constat-là, je démissionnerais derrière. Voilà, c'est tout. Parce que quand on est, je vous dis encore une fois, aux responsabilités, oui, si j'avais fait ce constat en ayant les mêmes responsabilités, j'aurais démissionné. Mais à titre personnel, je ne lui demande pas de démissionner. Chacun fait ce qu'il a à faire. Mais par rapport à ce que vous me dites sur ces... D'abord, oui, moi, quand j'ai demandé l'armée et le retour du service militaire et aussi l'uniforme à l'école, vous savez, moi, je considère qu'on a besoin un peu c'est pas de la dureté, c'est tout simplement un peu de règles. Pourquoi? Parce que quand vous avez une jeunesse qui ne fait plus la différence entre le bien et le mal, c'est ça qui est dangereux, c'est le fait qu'on n'ait plus la notion du bien et du mal. Et ça, c'est vrai que dans ces quartiers-là, il n'y a plus la notion du bien et du mal. Parce que quand vous vivez dans un quartier où finalement la loi du plus fort est la meilleure, eh ben, donc c'est dur de pouvoir en sortir. Et donc, vous essayez toujours d'être plus dur que celui qui est en face de vous et qui est déjà très dur par moment. Donc, vous ne niez quand même pas qu'il y ait une montée de la radicalisation dans les quartiers. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que c'est pas la radicalisation qui est au fond inquiétante aujourd'hui. C'est quand vous avez des jeunes qui sont en décrochage scolaire au départ, qui sont dans la délinquance. Franchement, après, pour eux, qu'ils soient là ou qu'ils soient là, il n'y a plus de différence. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire c'est une proie facile pour des terroristes, pour des gens qui sont organisés et qui manipulent. Voilà, ce sont des proies. On a préparé un vivier là qui est malheureusement un terreau pour ces gens-là. Alors qu'est-ce qu'on fait pour casser ce terreau dans les quartiers ? Vous êtes maire des 15e et 16e arrondissements. C'est clair, c'est que quand on fait une politique de la ville, qu'on est censé démolir des bâtiments, apporter, on écoute un peu la population. On entend ce que la population a à vous dire et on va vite. Vous avez des projets, ça fait 15 ans qu'ils ne sont pas finis, 15 ans que les gens attendent, 15 ans quand vous promotez à un enfant qu'on va refaire son école parce qu'elle est délabrée. Mais c'est une responsabilité municipale ou nationale? C'est tout, c'est un ensemble parce que quand vous êtes dans la politique de la ville, c'est un ensemble national, local, c'est tout le monde. C'est que tout le monde doit prendre ses responsabilités. Vous pointez le gouvernement autant que le maire de Marseille. Tout le monde, voilà. Tout le monde a laissé tomber ces quartiers. Partout en France, on les a abandonnés, on les a laissés entre eux, on se disait ils se débrouilleront entre eux, et puis on verra ce qui arrivera. Tant pis, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'eux, on les aime pas. Vous dire la vérité, on n'aime pas malheureusement en France les gens de ces quartiers, on ne les aime pas, et ils le savent qu'on les aime pas. Alors aujourd'hui, il faut peut-être que justement la politique française reprenne un peu les choses en main, qu'elle se donne les moyens de réussir, parce que si on réussit pas, ce sera l'échec de tout le monde. Croyez-moi, de tout le monde, et ça sera dramatique. Non, mais depuis de nombreuses années, il y a quand même une politique de la ville qui est menée, la rénovation de certains quartiers, etc. En France, on peut pas dire qu'on ne fait rien, Samia Ghali. Alors, je ne sais pas où vous vivez, madame, je ne sais pas où vous les voyez. On ne vit pas peut-être les mêmes choses au même moment, c'est possible. Moi, la politique de la ville, la rénovation urbaine, ça fait des années, croyez-moi, j'ai au moins, c'est vrai, 10 cités dans mon secteur qui sont concernées, mais il n'y a pas l'ombre d'une fleur qui a été plantée, madame. Donc c'est vrai qu'on peut considérer la rénovation du quartier de la Castellane à Marseille, sur le papier, vous avez raison. Sur le papier, les choses y sont. Mais sur la réalité, c'est un gag. C'est même un mépris vis-à-vis des habitants. C'est même un mépris, croyez-moi. Et sur le plan de la sécurité, est-ce qu'il y a des secteurs, est-ce qu'il y a des quartiers, notamment vos secteurs, où la police ne va pas? Non, la police, elle va partout maintenant. La police va partout. La réalité, c'est qu'elle est débordée. C'est que, en plus, avec les problématiques liées au terrorisme, donc elle est moins maintenant en prise dans certains quartiers. Faut savoir quand même que nous, on est quand même en France, 21e siècle. Moi, j'en suis à demander à ce qu'on monte un mur dans une école pour que les balles des kalachnikovs ou des fusils ne se retrouvent pas dans la cour de récréation, dans l'espoir que jamais un enfant sera blessé ou sera des règlements de compte, vous voulez dire, parce entre que ça tire, mais même quand il n'y a pas de règlement de compte, ça tire, il y a des stands d'entraînement. Alors voilà, il y a des camps d'entraînement? Bien sûr, il y a des camps d'entraînement. Dans les quartiers? Bien sûr, dans les quartiers, vous avez des camps d'entraînement qui sont là et des gens qui descendent, qui s'entraînent à tirer. Bien sûr. Donc tout ça aux yeux de tout le monde. Et après, on s'étonne que malheureusement, oui, Molenbeek ou pas Molenbeek, à la limite, je vais dire, il n'y a pas eu besoin d'attendre Molenbeek. Peut-être qu'en France, c'était déjà malheureusement le cas. Vous redemanderiez justement l'armée, la présence de l'armée? Je demande les moyens pour désarmer ces cités, pour désarmer les gens qui sont armés, pour avoir une pédagogie aussi sur les enfants de ce que c'est qu'une arme à feu et que c'est pas seulement un jouet. Gilles Leclerc, Samia Ghali, le Sénat débat en ce moment de la réforme pénale post-attentat et la droite au Sénat souhaite une perpétuité incompressible, c'est-à-dire que on porterait la période incompressible de sécurité jusqu'à 30 ans au lieu de 22 aujourd'hui. Est-ce que c'est une bonne mesure? Une proposition de
Nathalie Kosciusko-Morizet, elle avait fait sur ce plateau lundi dernier. Vous êtes d'accord? Moi, je considère... Vous n'êtes pas d'accord avec tous les socialistes là-dessus, quand même. Mais c'est pas grave, vous savez, moi je vais vous dire une chose, ce ne sera pas la première fois. Mais à la limite, ça c'est pas dramatique parce que moi, ce qui m'intéresse, je préfère ça à plutôt des mesurettes d'échéance de nationalité qui veulent strictement rien dire et qui sont plus dangereuses d'ailleurs, à mon sens, contre le terrorisme, qui ne vont pas nous aider, mais qui vont être même plus... parce que si vous faites partir quelqu'un, vous savez, vous, par quel biais il pourrait revenir et comment et avec quelle haine il viendrait. Alors moi, je préfère qu'on le maintienne en France, en prison, oui, à perpétuité, avec 30 ans, voire même plus. Considère que si on a tué des gens, eh bien, on ne mérite pas de vivre. Moi, je fais dans le sens vivre, pas à peine de mort, hein, je me reprends, mais en tout cas d'être en prison avec une durée très, 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 très longue. Voilà. On se souvient de ce qui s'était passé aux précédentes municipales à Marseille au printemps 2014, la division au Parti Socialiste, la candidature de Patrick Mennucci. Est-ce que vous avez fait la paix depuis? Est-ce que les socialistes marseillais s'entendent? En 2014, on n'était pas divisés, hein. Non, je crois que c'est aux primaires où nous étions divisés, mais une primaire, c'est une primaire. Mais en 2014... on vous avait reproché de ne pas faire vraiment la campagne de Mennucci. Non, je considérais que la campagne qui était menée n'était pas, de mon point de vue, la bonne. Donc c'était de la division d'une certaine manière. Ah non, pas du tout. J'ai fait ma campagne dans mon secteur. Je considérais, je ne partageais pas vous savez, les flyers. On appelle ça de la division, nous, mais bon. Ah, vous appelez ça de la division? Non, mais j'appellerais une divergence de communication. Alors ça se passe comment maintenant depuis? Non, normalement, ça va. Ça veut dire quoi normalement? Vous travaillez ensemble, vous collaborez? Mais on se parle, vous inquiétez pas. Hein. Je veux dire, moi je dis ce que j'ai à dire, après, voilà, je parle. Comment se passe la cohabitation avec votre nouveau président de région, Christian Estrosi, qui vous doit beaucoup, en tout cas qui doit beaucoup aux électeurs socialistes? Est-ce que vous vous parlez? Est-ce que, même parce que vous ne siégez pas, enfin les socialistes ne siègent pas au conseil régional, mais est-ce que vous vous parlez? Comment ça se passe ces premiers mois? Écoutez, je l'ai eu au téléphone la semaine dernière, donc oui, on se parle. Ensuite, je dois le rencontrer parce qu'il y a des points à faire sur certains sujets où la région... Il se montre ouvert donc à l'heure où je vous parle, il est ouvert à parler. Est-ce qu'il est ouvert à l'écoute? Je vous reviendrai vous le dire. Il avait été question d'un conseil régional un peu alternatif, justement, où les socialistes pouvaient siéger, un espèce de cabinet fantôme. Hein. Est-ce que ça marche, ça? Écoutez, c'est pas encore complètement mis en place. Moi, je souhaite qu'il le soit. Je crois qu'il faut écouter. Voilà, il faut échanger. On verra ensuite pour en faire quoi. Il ne faut pas que ce soit seulement de la com. Il faut qu'il y ait réellement derrière des effets. C'est-à-dire que la gauche, vous l'avez dit, s'est retirée pour permettre à Christian Estrosi de gagner cette région. Sans cela, Christian Estrosi n'aurait pas gagné la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il faut qu'il en tire. Il ne peut pas considérer qu'il est effectivement... La droite est seule dans cette région à gérer. On est à l'extérieur. Nous avons fait ce choix-là, c'est vrai, et on l'assume, mais pour autant, on est vigilant à ce qui se passe sur les choix politiques que la région fera pour PACA. Christian Estrosi, qui sera notre invité le 11 avril pour une matinale spéciale depuis la PACA, Gilles Leclerc. J'en reviens à la politique nationale. 2017, c'est presque demain. Vous n'êtes pas langue de bois, vous critiquez souvent l'exécutif. Ça évoque quoi pour vous 2017? François Hollande est pour vous quand même le candidat naturel de la gauche et des socialistes? Vous savez, je crois aujourd'hui que d'abord, ce quinquennat, moi, il m'a attristé. Il m'a attristé, vous l'avez dit, j'ai souvent dit que j'étais pas d'accord. Est-ce qu'il fallait que je fasse l'hypocrite, la langue de bois, pour dire que tout allait bien dans le meilleur des mondes, pour espérer je ne sais quel poste, machin, c'est pas trop ma stratégie, c'est pas trop moi. Voilà. J'ai, oui, dit des choses en espérant que ce soit rectifié. Mais comment vous voyez la fin de ce quinquennat? Écoutez, après, moi, je ne suis pas Madame Irma, donc je ne sais pas comment je peux voir la fin. Non, mais ce que je peux dire, c'est que le congrès de Versailles dans une impasse, le projet de loi El Khomri mal parti aussi. Ah oui, ça, c'est sûr, ça fait quand même beaucoup de revers pour François Hollande. Vous êtes favorable à une primaire, hein, vous l'aviez dit. Oui, moi, je suis favorable à une primaire parce qu'au vu de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui face au gouvernement, je crois qu'il y a besoin de reclarifier, je dis bien reclarifier, quelle position et quelle position politique doit avoir le candidat socialiste mais à la pour vous, prochaine le élection candidat présidentielle. Gilles Leclerc, c'est le président sortant ou pas?
Je pense que s'il y a une primaire, ça serait bien. Samia Ghali, une question purement marseillaise mais importante. Un certain nombre d'écoles avaient été pointées à Marseille pour vétusté il y a quelques semaines, avec colère des parents, agitation médiatique, descente de la ministre de l'Éducation nationale. Jean-Claude Gaudin avait annoncé qu'il investirait 9 millions d'euros pour des rénovations. On en est où ? La ministre de l'Éducation nationale n'est jamais descendue. Hein. Ah pardon, excusez-moi. Je vais juste rectifier parce qu'il faut toujours dire les vérités. Elle était beaucoup intervenue en tout cas. Enfin, en tout cas, elle n'est pas descendue. Ce que je peux dire, c'est que oui, aujourd'hui, il y a une... C'est un reproche, vous auriez aimé qu'elle vienne ? Non, mais écoutez, elle devait descendre. On lui a demandé de ne pas descendre, donc c'est dommage, quoi. Voilà, c'est tout. Après, ça fait partie de la politique politicienne qui me fatigue. Je vous dis la vérité, elle me fatigue, cette politique. Parce qu'on n'est jamais dans le vrai. On fait semblant. On prend les gens pour ce qu'ils ne sont pas. Après, il ne faut pas s'étonner qui malheureusement vous le rendez. Alors, c'est 9 millions d'euros alors. Mais les 9 millions d'euros, encore heureux qu'il les ait mis, mais ça ne suffira pas. Mais tant mieux, moi je suis contente que c'est fait. Oui, attendez, on a un conseil municipal vendredi dans lequel le maire de Marseille va faire la liste des travaux qu'il va faire dans les écoles, des travaux qu'il aurait déjà dû faire. Alors vous savez, et quand pareil, là aussi, le maire de Marseille a dit non, mais on est méchant, c'est pas vrai. Quand c'est pas vrai, on ne met pas 9 millions d'euros pour vite débloquer 9 millions d'euros pour faire des premiers travaux. C'est que vraiment la situation était plus que critique, croyez-moi. Merci Samia Ghali d'avoir été notre invitée ce matin dans cette matinale d'info. On passe à l'analyse de l'actualité, mais aussi de vos propos avec les éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Bonne journée, merci. Voilà, aujourd'hui j'accueille Jérôme Cordelier, le rédacteur en chef des éditions locales et régionales du Point, et Pascal Jalabert de Vaucluse Matin pour le groupe Ebra ce matin. Elle n'a pas sa langue dans sa poche, comme on dit Samia Ghali, Pascal Jalabert. Non, elle est égale à ce qu'elle est. C'est ça, c'est faire de la politique autrement, c'est ça, c'est cette incarnation-là. Bon, peut-être pas de faire la politique autrement, c'est en tout cas dire ce qu'elle pense, ce qu'elle est et comment elle voit concrètement les choses. Sur l'affaire, on ne peut pas lui reprocher. Elle dit voilà, moi j'ai préféré ne pas être hypocrite, ne pas venir en langue de bois et dire ce qui n'allait pas dans ce quinquennat. Si beaucoup de socialistes avaient réagi comme ça, peut-être que des choses auraient été rectifiées ou anticipées avant que ça se cristallise. Donc, c'est une réaction plutôt saine. Après, on ne peut pas être non plus dans le débat permanent. À un moment donné, il faut prendre une décision. Elle faisait partie de ceux qui réclamaient des primaires assez tôt, Jérôme Cordelier. Oui, voilà. Et puis à Marseille, c'est une voix qui compte, et de plus en plus à Marseille. On fait un papier dans le Point Marseille cette semaine, là, justement de Samia Ghali. Absolument, on verra la une tout à l'heure. C'est un rouleau compresseur à Marseille. François Hollande, à l'heure du choix, qu'est-ce qui va se passer ce matin, Pascal Jalabert? Est-ce que c'est une reculade pour le président de la République? Très compliqué pour lui. Honnêtement, je ne vois pas comment il peut revenir avec cette déchéance de nationalité devant le Congrès. Donc il a deux options. Soit il renonce à sa révision constitutionnelle, soit il en fait une à minima avec l'article 1, ce que lui propose Gérard Larcher, puis il ajoute le Conseil supérieur de la magistrature. Bon... L'erreur, elle est initiale. C'est-à-dire qu'on sait très bien que la déchéance de nationalité, ça ne sert à rien, que c'est un faux débat. Donc du coup, tout le monde s'est enfermé dedans. Le résultat, pour François Hollande et pour tous les politiques, ça va être une fois de plus un discrédit des parlementaires et de la classe politique. Ça impacte la fin du quinquennat, Jérôme Cordelier? L'histoire d'un pataquès, mon cher Cyril, pour rester à Marseille. C'est vrai que c'est abracadabant, cette réforme de déchéance de nationalité, initiée par François Hollande, que personne ne voulait vraiment, qui a trusté le débat politique, on peut dire, depuis des semaines, et puis là, qui fait pchit, pour paraphraser un ancien président de la République. Samia Ghali, elle a trouvé ça vraiment pas indispensable, en fait, c'est ce qu'elle nous a dit. Mais de plus en plus de gens, et le problème, c'est qu'il arrive à fédérer, et puis surtout les Français ne comprennent rien à ce débat qui semble très éloigné de leurs préoccupations quotidiennes. Et pour cause. Alors la fin du quinquennat, Pascal Jalabert, qu'est-ce qui peut se faire? Compliqué. Alors, allez, on va essayer de faire un peu de fiction. 3 scénarios. Premier scénario, on continue en pente douce, comme ça. François Hollande joue la montre. De l'autre côté, Alain Juppé joue la montre en tête des sondages. Et on arrive tranquillement en novembre avec François Hollande face à Alain Juppé. Deuxième scénario, il se passe quelque chose d'imprévu. C'est déjà arrivé, à la présidentielle avec l'affaire DSK. Un an, c'est long. Voilà. Un an, c'est long, mais c'est pas un an qui reste, c'est 5 mois, parce qu'au mois d'octobre, c'est fini. C'est-à-dire, les sondages diront qui a gagné la primaire,
et ça sera trop tard pour la gauche. Donc il reste 5 mois. Quand même. Le problème, c'est qu'il faut un électrochoc. L'électrochoc, ça pouvait être la loi El Khomri. Et que pour l'instant, la loi El Khomri, là encore, au début, ça a été très initié, de manière très volontariste. On affichait les muscles, on montrait ses muscles, l'exécutif montrait ses muscles. Et puis au final, on recule avec ce tir quand même qui manque d'élégance. Je dis ça dans sa maison, mais de François Rebsamen sur celle qui lui a succédé au ministère du Travail. Manque d'élégance, Pascal Jalabert, ou réalisme politique? Oui, réalisme politique. François on ne tire pas sur les gens qui sont aux affaires juste après. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Après, François Rebsamen était un poids lourd politique et n'était pas du tout un spécialiste de ces questions-là. Donc il a compensé en faisant de la politique, alors que lui, il s'était préparé à être ministre de l'Intérieur, on l'a nommé ministre des Affaires sociales. Bon, ça aussi, ce sont des pratiques politiques, il va falloir arrêter. Vous ne mettez pas quelqu'un qui a bossé pendant 10 ans pour être ministre de l'Intérieur au ministère du Travail, sur lequel il n'y connaît rien. Alors, après la gauche, on passe à la droite. Qu'est-ce qui se passe chez les Républicains? Alors, précision des règles du jeu de la primaire. Nouveau venu ce matin, on parle de Geoffroy Didier qui se déclare candidat aux primaires. Alors maintenant, on ne pourra plus avoir de parrainage. Enfin, NKM, en tout cas, ne pourra pas avoir ses parrainages si elle veut aller chercher hors des maires et des élus du parti. Qu'est-ce qui se passe chez les Républicains? Écoutez, moi j'avoue que je comprends pas trop. J'avoue que je comprends pas trop qu'on s'étonne et on s'offusque du fait qu'il y ait autant de candidats aux primaires. C'est un bon signe quand même. Je veux dire, c'est un signe de regain démocratique, si je puis dire. C'est-à-dire que au moins il va y avoir du débat. Ça fait vivre le débat que Geoffroy Didier porte quelque chose. NKM, il y a un renouvellement. Je trouve que c'est légitime. Écoutez, au moins ça porte le débat. Il y a des options. Après, il ne faut pas que ça tourne à la farce politicienne. Farce politicienne ou pas, Pascal Jalabert? Une primaire, c'est fait pour départager les candidats, donc c'est normal que tous ceux qui incarnent une ligne, une idée... À droite, on n'a pas de référence, c'est peut-être pour ça aussi que ça se passe la droite, c'est l'habitude du culte du chef, c'est le gaullisme avec le leader. Donc là, c'est nouveau pour eux, ils découvrent. Après, le tri va se faire, puisqu'il faut 20 signatures de parlementaires. Il y a 400 parlementaires, donc à un moment donné, ils vont faire le tri, sans compter que Fillon, Juppé, les gros candidats vont se livrer à une course au parrainage. Donc du coup, à la sortie, vous n'aurez pas plus de 6 candidats, 7 candidats peut-être, pas plus. Pascal est généreux. Jérôme Cardelier. Ok, on parle aussi un petit peu de Marseille pour terminer ce débrief. C'est une gestion politique quand même très particulière. On l'a vu ce matin, Jérôme Cardelier. Alors vous l'avez analysé avec Le Point, là, magazine, on a un supplément spécial. Marseille actuellement. Alors, les amis des amis ne sont pas forcément les amis. Enfin, c'est très compliqué, c'est très particulier. Alors écoutez, Cyril, je vous recommande d'ailleurs, c'est un livre dont on fait les bonnes feuilles dans Le Point de cette semaine sur Marseille. C'est le livre de Marie-France Etchegouin qui sort et il y a tout dedans. Il y a des portraits de tous les hommes politiques et de la vie marseillaise. C'est Marseille, si on peut dire, et qui s'appelle Marseille, un roman vrai de Marie-France Etchegouin. Vraiment, c'est un super bon bouquin sur Marseille. On comprend un peu tout et c'est très bien écrit. Le Marseille de Cadmerade et de Patrick Bosso, c'est la une du Point. Parce qu'à Jalabert, ça résume tout. Marseille, une politique qui a des contours très particuliers. Oui, alors attention, parce qu'on s'amuse beaucoup de la politique de Marseille, de cette image caricaturale depuis Pagnol. Mais attention quand même, là, moi j'étais en Espagne récemment, quand on compare Marseille avec Barcelone et Valence, on se dit que le grand port français de la Méditerranée, il se fait un peu distancer sur le plan économique. Donc c'est pas très bon pour l'emploi non plus, ni pour l'image et de Marseille et du pays. Ce qu'il y a, c'est que Marseille a une grande chance, c'est la métropole. Marseille-Aix et Marseille-Aix-Provence qui a été ouverte sur la Méditerranée, vers l'Afrique, donc continent en devenir de manière forte, de manière économique. Et que le problème, c'est que tout ça, pour l'instant, est entravé par des querelles politiciennes et la mésentente entre Jean-Claude Gaudin et Maryse Joissaint, donc la maire d'Aix. Et ça, c'est un petit problème qu'un si beau projet, une si belle aventure, soit entravée un peu par des querelles d'ego, faut bien le dire. Pascal Jalabert, sur Marseille, cette particularité politique où Samia Ghali ce matin a semblé, au fond, aller dans le sens de Jean-Claude Gaudin, qui finalement mettra ses 9 millions pour rénover les écoles, et
puis en même temps, voilà, sur ses collègues socialistes marseillais, beaucoup de réserves. Bon. Hein, c'est là qu'on voit que les contours politiques sont au fond très différents de la politique nationale. On peut quand même s'étonner qu'une grande ville comme Marseille, avec les moyens financiers qu'elle a, ait laissé les écoles arriver dans un tel état de vétusté. Aujourd'hui, vous êtes dans la moindre petite ville française, l'école c'est une priorité, c'est propre, il y a des animations, etc. Donc ça c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'en effet, Samia Ghali, elle a grandi hors du système politique, qu'elle continue, et qu'en effet, il faut en sortir. Et aujourd'hui à Marseille, c'est la personnalité qui en sort. Et la une de Vaucluse Matin, c'est le palmarès des lycées d'ailleurs. Hein, on passe de l'école au lycée, mais c'est la une de Vaucluse Matin. Alors, un rendez-vous de la presse régionale. Hein. Chaque année, le palmarès des lycées, je crois que tous nos confrères de la presse régionale font cette une. C'est très attendu de nos lecteurs, c'est très attendu des candidats et surtout des futurs candidats à qui on souhaite bonne chance. Merci Pascal Jalabert pour Vaucluse Matin, Jérôme Cordelier pour les éditions régionales du Point. On se retrouve demain pour une nouvelle matinale d'infos. Bonne journée à tous à l'écoute des programmes de Sud Radio et de Public Sénat. À demain.